Je vous laisse présenter en 2 mots, Stayum, sachant qu'on a 10 minutes de présentation, et puis on répondra aux questions s'il y en a. D'accord. Tout d'abord, bonjour à tous les visiteurs qui participent à cette émission. Stayum, c'est la première plateforme française de portage immobilier. Le portage immobilier, c'est une idée nouvelle qui permet à un propriétaire en recherche de capitaux, en difficulté financière, de vendre temporairement son bien immobilier, d'en rester occupant sous forme de bail locatif et de le racheter dans un second temps à un prix et dans un délai prévu dès la vente initiale. Voilà. Alors sur notre site stayum.fr, des particuliers, des propriétaires en difficulté financière, en recherche de capitaux, vendent temporairement leurs biens immobiliers à des particuliers qu'on appelle porteurs, ce sont des investisseurs, qui interviennent dans ce type d'opération, qui investissent dans de l'immobilier locatif et qui font, à ce titre, une opération qui est à la fois rentable, sécurisée et éthique. Alors rentable parce qu'avant tout, c'est une opération immobilière d'investissement qui permet à ces particuliers d'obtenir une fiscalité un peu particulière, un peu avantageuse, on va dire même très avantageuse, puisqu'il s'agit de louer un bien avec un bail locatif meublé. Sécurisé parce qu'ils font l'acquisition d'un bien à un prix compris entre 20 et 30% sous la valeur vénale libre d'occupation du bien, et ça on y reviendra plus tard sur la valeur vénale libre d'occupation du bien, et éthique parce que leur engagement, leur investissement permet à une famille, permet à un chef d'entreprise de trouver les capitaux nécessaires à leurs besoins, soit pour éviter la saisie immobilière, soit pour redynamiser la trésorerie d'une entreprise. Voilà. Vous pouvez nous donner des chiffres sur les saisies, sur les ménages en difficulté, combien il y en a en France? Alors, les derniers chiffres qu'on a correspondent à environ 15 000 saisies immobilières chaque année en France. 15 000 saisies immobilières. Pour notre business model, on s'est servi des statistiques de la Banque de France qui mentionnent en moyenne, on va dire sur 2013, 213 000 propriétaires fichés au fichier des incidents de crédit des particuliers. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas remboursé, qui n'ont pas pu payer une échéance ou 2 échéances de crédit. Ces gens-là sont sous le coût imminent d'une vente aux enchères, d'une saisie, d'une procédure judiciaire. Voilà. D'accord, 250 000 pour 15 000 effectifs qui ont été. Et effectivement, chaque année, il y en a environ 15 000 qui sont saisis. C'est 15 000 de trop, clairement. C'est énormément de personnes qui pourraient, grâce à la solution de portage immobilier, éviter effectivement ce traumatisme qui est la saisie immobilière. Voilà. Ok, vraiment traumatisant. Est-ce qu'on peut mettre des chiffres, par exemple, un propriétaire qui doit rembourser un prêt pour, mettons, 1 000 ou 1 200 euros par mois, s'il fait cette opération, finalement, il va payer combien? Alors, en règle générale, quand on fait une opération de portage, il faut savoir que ça rembourse l'intégralité des dettes. Donc, ça vient en substitution des dettes existantes et donc la personne n'a plus ni fichage ni aucun découvert en banque. Et en règle générale, c'est 20%, à peu près 20-25%, son loyer est moins cher de 20-25% par rapport à ses remboursements de crédit. D'accord. Voilà. Il faut que, pour que ça fonctionne, il faut que ce loyer soit un loyer au-dessous du loyer de marché, parce que ça sécurise l'investisseur, et il faut qu'il corresponde aux revenus de la personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser un tiers des revenus du couple pour qu'ils puissent tranquillement payer leur loyer. Voilà. Ok. Donc en fait, oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, quand il fait le prêt, il peut payer ce tiers de revenus, et puis il y a un problème d'emploi, par exemple, et il ne peut plus effectivement assumer ses Tout à fait. dettes. Les profils des familles sont assez variés. On en discutait tout à l'heure. On a aussi bien des chefs d'entreprise donc qui ont besoin de trésorerie pour leur entreprise ou qui ont connu une défaillance de leur entreprise, que des salariés qui ont connu une maladie, une période de chômage. Et vous avez même des gens, des médecins, des avocats, des huissiers qui se retrouvent dans une situation auquel ils ne pensaient pas être confrontés. Et ça veut dire une chose, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Ouais, clairement. Voilà, on en parlait effectivement, il faut arrêter de montrer du doigt cette frange de la population qui est soi-disant en surendettement, en fait, puisqu'en fait, ça peut toucher tout le monde. Ça touche réellement tout le monde, votre voisin, votre frère, votre tante, des gens qui ont une situation qui est plutôt enviable, on va dire, à un instant T, et qui le lendemain se dégrade parce qu'il y a un divorce, parce qu'il y a la maman qui a une maladie d'Alzheimer, par exemple, on a eu le cas il n'y a pas longtemps, voilà, donc il faut payer, bien entendu, les soins qui découlent de cette maladie, en fait, et soit ces gens-là, ne pouvant pas payer, se retournent vers des crédits à la consommation, effectivement,
soit effectivement, ils arrêtent carrément de payer les crédits immobiliers. C'est pas très intelligent, mais on va dire que dans la détresse, ils font comme ils peuvent pour, on va dire, transférer cet argent sur le besoin imminent qu'ils ont. Voilà. Finalement, le facteur clé de succès dans cette affaire, est-ce que ce ne sont pas les investisseurs qui vont effectivement racheter les biens? Alors c'est un facteur clé, mais ça n'est pas le seul facteur clé. Effectivement, il faut des contreparties, c'est-à-dire que pour sauver une famille de la saisie, il faut des investisseurs, une communauté d'investisseurs qui va venir aider ces familles. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que notre analyse des dossiers fait que ces personnes doivent avoir des revenus, doivent avoir un bien immobilier qu'ils ont déjà en bonne partie payé, c'est-à-dire qu'il faut que les dettes ne représentent pas plus de 60 à 65% de la valeur du bien. Et surtout, dans notre analyse, il faut que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ils aient la capacité de refaire un prêt immobilier classique, avec les taux actuels, c'est plutôt intéressant, qui va leur permettre de retrouver leur propriété et d'être sur des bases saines. D'accord. Okay. Alors on peut citer quelques chiffres, oui, hein, oui. puisqu'on a quelques années derrière nous d'expérience. On a effectivement aujourd'hui 85% des dossiers qui sont rachetés dans les 2 ans qui suivent l'opération de portage, 2 ans et demi. Et les autres, soit ils sont effectivement rachetés un peu plus tard, puisqu'on a des périodes qui vont jusqu'à 5 ans, soit on met en place une solution qui permet aux propriétaires de vendre à meilleur prix leur bien immobilier, puisque j'ai dit tout à l'heure que le bien était vendu entre 70 et 80% de sa valeur libre d'occupation. Donc ça laisse une marge de 30% effectivement. Si le propriétaire ne peut pas racheter, il a la possibilité de trouver un nouvel acquéreur qui va lui en donner la vraie valeur du bien, enfin la vraie valeur, la valeur libre d'occupation totale, pleine en fait, et encaisser le différentiel de valeur qu'il y a entre ce nouveau prix de vente et ce qu'il doit aux investisseurs. L'objectif depuis le départ de Stayum, c'est réellement de permettre à ces gens-là de s'en sortir et de ne pas être spoliés de la valeur de leur bien. Voilà. Ce qui se passe lorsqu'ils se retrouvent en vente aux enchères, c'est que très souvent, on le sait, hein, tout le monde le sait, le bien est vendu à 50% de sa valeur, voire 40%. Les dettes en cours ne sont pas couvertes par le prix de vente et les banques continuent à poursuivre les propriétaires pendant des années, jusqu'à ce qu'ils aient récupéré tout ce qu'ils pouvaient récupérer voilà. Donc nous, on a véritablement une solution qui permet de nettoyer toutes les dettes, tous les crédits, et même parfois de dégager de la trésorerie pour certaines personnes qui voudraient développer une petite affaire, développer une entreprise à côté. Donc c'est aussi, on va dire, un booster social, ça permet à ces gens de se relever et de repartir. Est-ce que vous pouvez nous donner des métriques de Stayum? Parce que Stayum, il y a déjà un peu d'expérience, donc vous avez traité combien de dossiers et puis aussi et embrayer sur votre modèle économique, puisqu'on parle à des investisseurs. Tout à fait. Alors à ce jour, on a traité près de 6000 demandes, hein, donc 6000 demandes de propriétaires en difficulté. Sur ces 6000 demandes, il y a à peu près 18% de dossiers qui sont éligibles, c'est-à-dire qu'ils vont respecter un certain nombre de critères, parce que plus les critères sont rigoureux, plus on se donne de chances que tout se passe bien et qu'à la fin de l'opération de portage, ils puissent racheter leurs biens. Donc ça veut dire qu'à ce jour, on a traité environ 70 demandes qui se sont concrétisées par des opérations de portage. D'accord, voilà. Et pour donner des chiffres peut-être plus récents, on a mis en ligne donc notre nouvelle plateforme fin janvier, et depuis fin janvier, on a eu une dizaine de nouveaux dossiers éligibles qui sont arrivés et qui commencent, je dirais depuis quelques semaines, à trouver preneur, sachant qu'on s'est un petit peu inspiré du crowdfunding, puisque les investisseurs peuvent se grouper et acheter ensemble un bien. Ce qui veut dire qu'à maintenant, avec 10 000 ou 20 000 euros, je peux être copropriétaire d'un bien immobilier. Excellent. Voilà, c'est vraiment un modèle très très pertinent. C'était très important pour nous effectivement de pouvoir rentabiliser, on va dire, les demandes des investisseurs que nous avions, puisque nous avions des investisseurs qui étaient capables de mettre 100 000, 200 000, 300 000, voire beaucoup plus. Et on avait beaucoup de petits investisseurs à 10 000, 20 000, 50 000 euros, des gens qui voulaient participer, qui trouvaient l'idée très bonne, qui voulaient vraiment donner du sens à leurs investissements en fait. Et ces gens-là, on ne savait pas quoi en faire parce que 10 000 euros, ce n'était pas suffisant. Donc aujourd'hui, effectivement, ils peuvent se mutualiser et acquérir à plusieurs un bien. Et on a commencé déjà à réaliser des dossiers comme ça. Le clin d'œil est fort, hein, puisque du crowdfunding qui se finance par du crowdfunding, ça fait sens.
D'accord. Et donc, bon, par rapport oui, à votre modèle économique, quel est le modèle économique de Stayum? Alors, le modèle économique principal, c'est un modèle d'intermédiation, puisque en fait, l'opération de portage est une opération de transaction immobilière. Et donc, sur chaque vente immobilière, sur chaque portage, nous touchons un pourcentage de commission qui est de l'ordre de 5 à 6%. D'accord. Voilà. Donc, c'est le modèle principal, sachant que le recrutement, entre guillemets, de nos investisseurs et des clients en difficulté se fait par le canal d'Internet. Okay. Voilà. Uniquement Uniquement. pure player web Voilà. Tout à fait. Là-dessus. Alors effectivement, dans le développement de notre activité, et c'est aussi la raison de notre levée de fonds, on a prévu de se développer indépendamment, enfin en dehors de Google en fait, hein, Google Internet, c'est essentiellement Google notre point d'accès principal. Donc, et bien entendu, c'est de la communication sur la presse, la communication dans des émissions télévisées, voilà, c'est du média, etc. Hein. C'est-à-dire que nous avons un concept, à chaque fois qu'on en parle, tout le monde nous dit c'est merveilleux, mais il faut le faire connaître. Oui. Et pour le faire connaître, il faut communiquer. Je crois que nous avons les Voilà. mêmes soucis. Voilà. Et donc, et ensuite des partenariats également avec des courtiers en financement, donc des gens qui ont en direct les propriétaires en difficulté. Parce qu'il faut bien le dire, les gens qui sont en difficulté commencent par déjà aller voir les banquiers, les courtiers en financement dans l'espoir qu'ils auront un financement. Comme ils sont fichés Banque de France, ils ne peuvent pas obtenir de crédit et forcément, à un moment donné, il y a plus d'issue pour eux. Heureusement, le portage immobilier est là, on va dire. La solution, la seconde chance. Seconde chance. Alors, première question de Francis, est-ce bien ce système que l'on appelle vente à réméré? Alors, ce n'est pas une vente à réméré, ou ça n'est pas forcément une vente à réméré. La technique du réméré est assez ancienne en France, hein, puisque on en trouve des traces dès le Moyen-Âge, puisque vous aviez des seigneurs qui vendaient leur fief à réméré. Le principe du réméré, c'est je vends et je me réserve le droit d'annuler cette vente. Voilà. Donc, en soi, c'est quelque chose qui est dans le droit français depuis très longtemps. Là où on l'a modernisé, c'est que par rapport aux pratiques qui étaient en vigueur en France ces dernières années ou ces dernières décennies, on a réduit d'environ 30 à 40% le coût de ces opérations-là. Voilà. D'accord. On fait du réméré social. Du réméré social, grâce au web. Tout à fait, tout à fait. Absolument. Tout à fait. Et avec des profils d'investisseurs qui ont cette fibre sociale et qui se disent, bon, moi je veux placer mon argent, j'ai envie de gagner un peu qui me rapporte, mais en même temps, je veux venir en aide à une famille. Voilà, donc il y a ces deux aspects. Quel est finalement le rendement pour un investisseur? Vous avez une idée précise? Alors, le rendement, on a une idée très précise, puisque en même temps qu'on a mis en ligne notre nouvelle plateforme web, on a prévu de réduire la rentabilité pour les investisseurs. C'est un peu marrant, mais auparavant, on les rémunérait à hauteur de 10%, là on est à 6,5%, mais on prévoit effectivement de mettre en place un bail locatif meublé. Donc en fait, ce qui fait que l'investisseur se retrouve avec un statut de loueur meublé non professionnel et donc une fiscalité très avantageuse qui fait que la rentabilité quasiment nette d'impôt, c'est du 6%. Donc ça vaut un 10% brut n'importe où ailleurs. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, ils rachètent aussi les meubles Alors, effectivement, dans le prix d'achat, il y a une petite partie qui correspond au meuble. Voilà, hein, donc c'est symbolique et si la personne ne rachète pas son bien, elle récupère ses meubles pour quelques dizaines ou une centaine d'euros. Très bien. Alors, Francis demande, pouvez-vous nous expliquer votre système de quote-part? Vas-y. Non. Alors, la quote-part. Le principe du co-investissement fait que 1, 2, 3, 4, 5 investisseurs peuvent investir sur le même bien et donc en acheter une quote-part. Ce qui veut dire que je peux, par exemple, dire, voilà, sur ce bien-là, je vais prendre 25%, il vaut 100 000, je vais mettre 25 000 là, et à la limite, aider une autre famille, mettre 10 000 et n'être qu'à 10% dans cet autre bien. Donc la quote-part, c'est le pourcentage de participation dans l'opération de portage. Est-ce qu'il y a une notion de partage de risque? Alors, oui, il y a une notion de partage de risque, c'est ce qu'on appelle la division du risque. C'est-à-dire, soit je peux mettre 300 000 euros sur une opération, soit je peux mettre 50 000 euros sur 6 opérations. D'accord. Ok. Voilà. Alors, Thomas vous pose la question, pourquoi 10 000 euros minimum? Est-il envisagé de baisser ce ticket? On y a réfléchi.
pour faire un peu comme dans le crowdfunding, on va dire. Mais la difficulté qu'on rencontre, c'est une difficulté administrative. En fait, on doit passer un acte notarié. Dans un acte notarié, effectivement, bon, ben, il y a la désignation des acquéreurs et des vendeurs. On a un vendeur en règle générale, on a 5 acquéreurs, ça va très bien. On a 50 acquéreurs, ça pose un réel problème, effectivement, puisqu'on va avoir à énumérer les 50 noms mariés, les femmes, etc., la situation matrimoniale de chacun d'entre eux. Donc, dans un premier temps, on s'est dit qu'on allait limiter effectivement nos opérations à 5 investisseurs. Il n'est pas exclu que dans un avenir peut-être proche, on arrive à faire un peu comme dans le crowdfunding, effectivement. Mais bon, ça, c'est se projeter dans quelques mois et on y réfléchit. D'accord. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frein technique, il y a une barrière plutôt. Il n'y a pas de frein administrative, une barrière administrative. Oui, c'est une barrière administrative et c'est aussi plus facile de prendre des décisions à 3 ou 4 ou 5 investisseurs plutôt qu'à 50 ou à 100. Oui. Une question sur l'entretien du bien. C'est à la charge donc des propriétaires. Le gros avantage de ce type d'opération, c'est qu'on a en face de nous des locataires qui sont les anciens propriétaires et qui veulent racheter leurs biens. Donc ces personnes-là font le nécessaire lorsqu'il y a une chasse d'eau à changer, lorsqu'il y a une poignée à changer. Ce ne sont pas des locataires lambda comme on peut avoir dans tout bail locatif. Ce sont des gens qui vont entretenir le bien. Et si dans le pire des cas, on a imaginé que le locataire ne puisse pas payer le cumulus qui vient de casser, effectivement, ça sera au propriétaire de le payer, mais le montant des travaux sera rajouté sur la valeur de rachat à terme. C'est-à-dire que ça lui sera remboursé. Notre objectif est de faire en sorte que les choses soient équitables. On a des investisseurs qui jouent le jeu, qui s'engagent à revendre le bien à des particuliers en difficulté financière. En contrepartie, on leur apporte du 6,5 de rentabilité nette d'impôt, mais on ne veut pas que de cette rentabilité viennent en déduction les coûts du genre les frais de notaire, les frais de négociation stay-home, la chasse d'eau à changer, le cumulus, etc. Voilà. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont rajoutés lors du rachat du bien au prix initialement prévu. Alors Thomas pose une question, quelle serait la sortie envisagée? Mais juste avant ça, je voudrais savoir qu'est-ce que vous allez faire avec ces 400 000 € que vous cherchez sur la plateforme? Alors ce qu'on va faire, 2 choses principalement, communiquer. C'est-à-dire qu'on a prévu un plan stratégique de communication qui est à la fois digital et à la fois communication RP, donc dans les médias classiques, parce qu'il y a vraiment une notoriété à développer et à créer pour faire connaître le portage immobilier partout en France et ailleurs. Donc ça, c'est un poste important, ça peut représenter environ 30% du chiffre d'affaires. Le reste, ça va être la structuration au fur et à mesure de la montée en charge de la société, puisque pour répondre aux clients et analyser les dossiers, il faut des analystes, il faut une équipe marketing. Enfin voilà, c'est la structure et la communication. Ok. Alors, la question de Thomas qui clôturera cette session, quelle serait la sortie envisagée pour les investisseurs qui investiraient dans Stayum? Alors, il y a plusieurs sorties qu'on peut envisager, parce que si vous voulez, on souhaite être un leader en France, et c'est une première étape. Tout le monde aura compris que ce genre d'idées sont parfaitement duplicables ailleurs. Je donnerai juste un exemple. Si Stayum était sur le marché américain au moment des subprimes, est-ce que ça aurait pu exploser? Peut-être. Donc, si vous voulez, il y aura peut-être un deuxième tour de table pour l'internationalisation de Stayum. Donc ça, c'est une première sortie possible. Et on peut envisager à un peu plus long terme que des sorties industrielles puissent se trouver par des gens qui sur des marchés nouveaux veulent créer des pôles d'attractivité, des pôles de compétences. Il y en a déjà eu qui se sont réalisés dans le domaine de l'immobilier, du courtage en crédit. Donc c'est aussi une des sorties industrielles possibles. Ok. Bon, mais écoutez, merci pour cette présentation. Merci Société très intéressante. Donc, cher Wissider, vous avez vu 3 dossiers ce soir. Mardi prochain, nous vous convions pour 3 autres dossiers. Donc, n'hésitez pas à aller sur la plateforme, poser des questions sur la page de commentaires. Tout le monde est sur le pont pour vous répondre et vous permettre de souscrire en toute tranquillité et en toute confiance. Merci à toutes, merci à tous. Merci. Bonne soirée. Bonsoir.